À la Tour de la Dent, considérée comme le centre des magiciens talentueux, un événement horrifique sans précédent est en train de se produire. Le professeur Childman et son élève exceptionnel, Azili, mènent en secret une expérience. Cependant, le résultat leur échappe totalement lorsqu'une force mystique affecte Azili, transformant son corps en une créature étrange. Des bruits terrifiants résonnent de partout, attirant immédiatement l'attention des magiciens alentours qui se préparent à utiliser leur magie pour détruire cette créature étrange. Un jeune homme aux cheveux en bataille, Kryllen Silo, se précipite pour intervenir à cause de sa relation proche avec Azili. Il ne peut permettre à quiconque de lui faire du mal. Son hésitation et ses sentiments personnels poussent Kryllen Silo à commettre une grave erreur. La créature profite du chaos pour s'échapper de la tour, disparaissant dans la nuit, au fil du temps. 5 ans après cet événement douloureux, Kryllen Silo n'est plus un étudiant de la Tour de la Dent. Il abandonne son ancien nom et se fait appeler orphelin, comme un moyen d'enterrer son passé. Désormais, orphelin erre de ville en ville, travaillant comme magicien indépendant pour subvenir à ses besoins. Toutefois, la vie n'est pas facile pour lui. Un jour, il a prêté de l'argent à 2 enfants pauvres, mais malgré ses efforts pour le récupérer, l'argent ne lui a jamais été rendu. Dans un petit restaurant situé en périphérie, Orphelin savoure un dîner simple, comme à son habitude après une longue journée épuisante. Tandis qu'il sirote sa boisson, un jeune serveur prend soudain la parole, les yeux brillants de curiosité. Avait-il autrefois fait partie de l'Académie de la Tour de la Dent ? Cette question pousse Orphelin à s'interrompre un instant, et bien qu'il ne veuille pas l'admettre, l'insigne usé sur son manteau dit tout. À cette époque, toute personne diplômée de la Tour de la Dent était hautement respectée, car c'était le seul endroit où l'on formait des magiciens au pouvoir supérieur. L'insigne de l'Académie est un symbole de puissance que même les individus les plus audacieux regarderaient avec prudence. Le lendemain, alors qu'Orphelin retourne à la maison délabrée où il vit, les 2 enfants à qui il avait prêté de l'argent apparaissent soudain. Leur excitation est visible sur leur visage, comme s'ils apportaient une nouvelle importante. Ils parlent avec enthousiasme d'un grand plan plein de potentiel, un stratagème qui pourrait rapporter une somme d'argent considérable. Si tout se passe bien, les problèmes financiers d'Orphelin pourraient être résolus immédiatement. Les promesses des enfants semblent si simples qu'elles en deviennent suspectes. Malgré ses doutes, Orphelin décide de tenter sa chance, pensant que les choses ne sont peut-être pas aussi mauvaises qu'il le redoute. Pourtant, la dure réalité est bien différente de ce qu'on lui avait décrit. Tous les 3 tombent rapidement dans un plan bancal, rejoignant une organisation frauduleuse de marketing à paliers multiples afin de tromper une famille noble et prestigieuse de la ville. Dès le début, les choses sont manifestement évidentes, car les 2 enfants ne cessent de vanter des produits étranges, essayant de convaincre les clients avec des paroles fleuries mais creuses, ce qui pourrait amener n'importe quelle personne, un tant soit peu lucide, à percevoir la supercherie. La famille noble, peu facile à duper, commence rapidement à se méfier des actions douteuses du trio. Elle informe discrètement les forces de sécurité, prévoyant d'arrêter tout le groupe dès que les choses iront trop loin. Au cours de cette situation tendue, Cléo, la plus jeune fille de la famille, découvre accidentellement une vérité choquante. Lorsque son regard se pose sur l'insigne usé qu'Orphelin garde sur lui, des souvenirs d'il y a de nombreuses années refont soudain surface. Cette année-là, un puissant mage était apparu dans leur demeure, laissant derrière lui une épée maudite avec la demande de garder le secret. Les récits de Cléo et les détails épars qu'Orphelin observe finissent peu à peu par s'assembler pour former une image claire. Il n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour deviner l'identité de la personne qui avait confié à la famille noble l'épée maudite. C'était nul autre que le professeur Childman, l'un des mages les plus influents de sa vie. Cette révélation cause une vive inquiétude à Orphelin, car tout semble tourner autour du passé qu'il tente d'oublier, tandis que l'atmosphère s'alourdit de tension. Soudain, une forte explosion retentit dans la maison voisine. Le vacarme assourdissant secoue tout le quartier, surprenant tout le monde. Un instinct naît en Orphelin, non pas de peur, mais de protection envers les autres. Il se précipite vers la source de l'explosion. Dans le cœur d'Orphelin, l'élan de protéger les autres l'emporte sur la peur de la menace inconnue. La grande porte de la maison, brisée par l'explosion, est entr'ouverte, révélant une scène qui laisse tout le monde sans voix. Au milieu des décombres, une créature gigantesque apparaît. Avec son corps massif et ses ailes en lambeaux, elle dégage une pression terrifiante.
Il suffit à Orphelin d'un bref regard pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un dragon ordinaire, mais d'Azélie. Orphelin se tient devant la créature gigantesque, les yeux emplis de détermination, sans pouvoir dissimuler sa douleur. Il élève la voix, utilisant les mots les plus sincères pour atteindre la part humaine restante en Azélie. Mais tous ses efforts s'avèrent vains. Le monstre ne montre aucun signe d'écoute, ses yeux glacés ne reflétant que folie et instinct de destruction. En un éclair, un jet de flamme jaillit de la gueule du monstre en direction d'Orphelin. Il recule rapidement, tentant d'esquiver, mais la chaleur intense et la fumée tourbillonnante rendent tout flou. Dans ce moment de chaos, Azélie, sous sa forme monstrueuse, bondit avec une morsure puissante, s'emparant de l'épée maudite, l'objet longtemps conservé par la famille noble, puis s'enfuit en direction de la forêt dense. Dehors, l'équipe d'élite des magiciens, qui était restée en embuscade, est entièrement prête à agir. Elle a été envoyée pour s'assurer que la créature ne puisse plus causer de dégâts. Lorsque le monstre sort du bâtiment, de puissantes attaques magiques sont immédiatement lancées. Les lumières éclatantes des sorts illuminent la nuit. Cependant, alors que les attaques sont sur le point d'atteindre leur cible, Orphelin se précipite soudain dans la mêlée, utilisant toute sa force pour neutraliser la magie. Tout s'arrête, sous les yeux stupéfaits des témoins. Son acte audacieux ne sauve pas seulement Azélie d'une mort imminente, mais ouvre également la voie à sa disparition dans l'ombre, échappant à l'encerclement de l'équipe de mages. Le souvenir d'il y a 5 ans persiste encore dans l'esprit d'Orphelin, telle une blessure qui refuse de cicatriser. À cette époque, Maître Childman dirigeait un groupe de jeunes apprentis prometteurs. Tous possédaient un pouvoir latent incroyablement puissant. Parmi eux, Azélie se distinguait le plus. Une fille au talent exceptionnel, connue sous le nom de sorcière chaotique en raison de sa puissance hors du commun. Chaque fois qu'Azélie participait à des combats d'entraînement avec un maître, les échos des affrontements faisaient non seulement trembler la salle, mais provoquaient parfois de légères secousses à travers toute la tour. Le groupe d'apprentis du maître Childman n'était pas seulement impressionnant par ses capacités, mais aussi par la force de ses liens. Ils étaient tous orphelins, mais cela ne les rendait pas malheureux. Au contraire, les jours passés ensemble à la tour de la dent comptaient parmi les rares moments de bonheur véritable. Ils se considéraient comme une famille, partageant leur joie, toujours prêts à se protéger mutuellement du danger. Malgré les épreuves de la vie, ils comptaient les uns sur les autres pour surmonter tous les obstacles. Cependant, ce bonheur éphémère ne dura pas éternellement. Un terrible événement s'abattit sur eux, brisant tout ce qu'ils chérissaient. Lorsque Azélie se transforma en monstre et s'échappa de la tour de la dent, le conseil de l'Académie prit rapidement une décision calculée. Pour protéger sa réputation et son autorité, il déclara au monde extérieur qu'Azélie était morte dans un accident de laboratoire. Cette annonce n'était pas seulement un mensonge, mais aussi un refus total d'assumer la responsabilité de l'une de leurs étudiantes les plus brillantes. La tour de la dent, qui s'était toujours enorgueillie de ses idéaux élevés et de son intégrité, utilisait désormais un masque de fausseté pour dissimuler une vérité terrifiante. Orphelin, qui considérait Azélie non seulement comme une sœur, mais aussi comme la personne en qui il avait le plus confiance, ne pouvait accepter cette tromperie. Il demanda sans relâche aux professeurs et aux mages de haut rang de l'Académie d'organiser une mission de recherche, dans l'espoir de ramener Azélie. Malgré ses supplications sincères, toutes ces demandes furent ignorées. On trouva 1000 raisons pour justifier cette indifférence, arguant que préserver l'image de l'Académie était plus important que de sauver une élève ayant perdu le contrôle. Après avoir été rejeté à maintes reprises, Orphelin sentit que sa loyauté envers la tour de la dent s'était éteinte. Il ne reconnaissait plus cet endroit qui, autrefois, avait été son second foyer. Un lieu qui, autrefois, avait offert espoir et sens à sa vie. D'un geste résolu, il abandonna non seulement l'Académie, mais aussi le nom de Cry-Lancelot, un surnom désormais associé à un passé douloureux. De retour à la réalité, Orphelin fut surpris de recevoir une offre directe de Maître Childman. Le mage respecté, symbole de force et de sagesse à la tour de la dent, lui demanda d'accomplir une mission cruciale, éliminer le monstre que l'Académie et la communauté magique considéraient comme une menace majeure. Maître Childman, avec sa perspicacité et son expérience, supposa que le but d'Azalée en s'emparant de l'épée maudite était de retrouver son corps humain.
Toutefois, il exprima également des doutes quant à la faisabilité de cette entreprise, car le pouvoir maléfique caché dans l'épée n'était pas facilement maîtrisable. Orphelin écouta en silence chaque mot de son ancien maître, tiraillé intérieurement. La tour de la dent, bien qu'elle ait reconnu la puissance supérieure d'Azalée lorsqu'elle était humaine, ne voyait désormais en elle qu'un danger à éliminer. Pour l'Académie, tuer le monstre n'était pas seulement un acte de protection envers les habitants environnants, mais aussi un moyen de préserver sa réputation et de défendre les terres sacrées contre toute menace. Childman ne cacha pas sa position. Il insista sur le fait que le sacrifice d'Azalée, aussi douloureux fût-il, était nécessaire pour assurer la paix de tous. Grâce à sa pensée stratégique et à sa maîtrise magique, Childman avait discrètement lancé un sort de traçage sur l'épée maudite. Ce sort, non seulement complexe mais aussi d'une extrême précision, permettait au groupe de mages de déterminer aisément la position actuelle d'Azalée. C'était un élément clé de leur plan, une étape vers la fin de cette histoire douloureuse. Childman était convaincu qu'avec l'aide de ce sort de traçage, affronter et éliminer la menace qu'Azalée représentait serait plus réalisable que jamais. Face à son maître, Orphelin hocha la tête en signe d'accord, comme s'il acceptait pleinement de participer à la mission de traque du monstre. Son expression était sérieuse, mais dans son esprit, il échafaudait un plan tout à fait opposé. Orphelin n'avait aucune intention d'obéir aux ordres de l'Académie. Au lieu de cela, il décida d'utiliser les informations issues du sort de traçage pour devancer le groupe de mages. L'objectif d'Orphelin était très clair, avertir Azalée du danger imminent. Juste avant son départ, Cléo s'approcha d'Orphelin de manière inattendue avec un cadeau spécial. Dans sa paume se trouvait une bague en argent brillant, gravée de caractères anciens et mystérieux. Cléo expliqua que ce présent était un sincère remerciement de la part de sa famille, un témoignage de reconnaissance envers Orphelin pour son rôle dans leur protection et l'atténuation des dégâts causés par l'attaque du monstre. Elle n'en dit pas davantage sur l'origine de la bague, insistant simplement sur le fait qu'elle renfermait un pouvoir spécial capable de sauver son porteur dans les situations les plus périlleuses. Lorsque Orphelin reçut la bague, ses yeux se figèrent immédiatement, une sensation étrange mais familière envahissant son esprit, comme s'il avait déjà vu cet objet quelque part. Après un moment de réflexion, Orphelin comprit une vérité stupéfiante. Cette bague avait autrefois appartenu à Azalée. Les caractères anciens sur sa surface n'étaient pas de simples ornements, mais aussi une preuve claire de sa possession initiale. Bien qu'Azalée ait rarement parlé de cette bague, Orphelin se souvenait distinctement qu'elle lui avait un jour confié qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bijou, mais aussi d'un puissant talisman protecteur. Elle renfermait une magie défensive capable de sauver la vie de son porteur dans les situations les plus critiques. Cependant, son pouvoir ne pouvait être activé qu'une seule fois. Silencieusement, Orphelin glissa la bague à son doigt, ressentant un mélange indescriptible de tristesse et de gratitude. Pour lui, ce cadeau n'était pas simplement une dette que Cléo venait de rembourser, mais un lien vers le passé, vers les souvenirs d'Azélie, avant que tout ne sombre dans le chaos. Il ne remercia pas Cléo par de longs discours, se contentant d'un simple hochement de tête, mais au fond de lui, il fit une promesse silencieuse, utiliser le pouvoir de cette bague d'une manière vraiment digne. C'était sa façon de protéger ce qu'il restait du lien entre lui et celle qu'il avait autrefois considérée comme une sœur irremplaçable. Orphelin et l'équipe de sorciers talentueux furent chargés d'une mission critique. De nombreux mages d'élite furent convoqués pour participer à cette expédition imminente. Pour contrer la magie noire, un mage blanc de haut rang fut également envoyé afin d'assurer un scellement plus efficace. Pendant ce temps, Orphelin décida, contre toute attente, d'emprunter une autre voie, partir seul à la recherche d'Azélie, dans l'espoir de la délivrer de sa forme monstrueuse. L'affection profonde d'Orphelin pour Azélie ne fut pas accueillie avec réciprocité, mais plutôt avec colère. Azélie, sous sa forme de dragon, lança des attaques violentes et un souffle dévastateur embrasa toute la forêt, transformant le paysage en un champ de bataille enflammé. La lumière des flammes se reflétait dans le ciel, tandis qu'Orphelin faisait tout son possible pour contenir les dégâts causés par celle qu'il chérissait tant. Le combat était intense. Sur le lieu de l'affrontement, un groupe de mages décida de collaborer pour localiser précisément Azélie dans sa forme monstrueuse.
Un plan d'attaque coordonné fut lancé dans le but d'affaiblir directement la créature. Au milieu du chaos, un mage blanc de haut rang exécuta un rituel de scellement pour contenir la puissance obscure débordant du corps d'Azélie. Cependant, leurs efforts semblaient insuffisants pour la vaincre. La force du monstre dépassait toutes les attentes. À ce moment critique, confronté à une situation périlleuse, Orphelin envisagea un plan audacieux. Il décida de dérober une épée magique, espérant ainsi attirer Azélie à le suivre, l'éloignant des mages pour tenter de l'approcher plus sereinement. Mais cette idée imprudente s'avéra bien trop naïve, car le pouvoir d'Azélie dépassait tout ce qu'Orphelin pouvait maîtriser. La situation se compliqua davantage lorsque l'équipe de mages fut divisée en deux groupes. Essia, l'amie fidèle d'Orphelin, prit la responsabilité de le poursuivre afin de récupérer l'épée précieuse avant qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Pendant ce temps, les autres mages devaient rester en arrière pour continuer la lutte contre le dragon et empêcher toute nouvelle destruction. Lorsque Orphelin et Aessia revinrent sur le champ de bataille, la scène qui s'offrit à eux fut un véritable choc. Les mages talentueux qui avaient combattu ensemble étaient presque tous tombés, ne laissant derrière eux que des traces de destruction et d'échec. Au milieu de ce décor ensanglanté, seul Childman restait debout, résistant à la puissance terrifiante d'Azélie sous sa forme draconique. La brutalité et la folie du monstre faisaient ressembler la zone de combat à une tempête de feu sans fin. Avant même qu'Orphelin ne puisse réfléchir à un nouveau plan, une douleur atroce le transperça. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur en voyant l'épée de Childman profondément enfoncée dans son corps. Il tenta de bouger, mais son corps se figea soudainement, incapable de toute résistance ou mouvement. Les paroles glaciales de Childman résonnèrent comme un ordre définitif. Il guérirait la blessure d'Orphelin, mais seulement après la fin de la bataille. Désormais, la tâche d'Orphelin était de rester silencieux, interdit de provoquer le moindre problème jusqu'à ce que tout soit terminé. Immédiatement après qu'Orphelin ait été neutralisé par Childman, Azélie fit son retour sur le champ de bataille et reprit sa marche vers celui-ci. Le combat devint soudainement plus facile pour le puissant mage. Sans l'interférence ni la menace d'Orphan, Childman put concentrer toute sa puissance dans une attaque décisive. En un instant, le dragon fut repoussé avec une force colossale. L'attaque ne se contenta pas de faire reculer la créature, elle provoqua aussi sa désintégration dans une déferlante d'énergie pure. Le monstre fut totalement anéanti, ramenant un semblant de calme. Mais ce n'était que le début d'une souffrance bien plus grande pour Orphan. Un profond regret se peignit sur son visage, ses yeux débordant de douleur en apercevant sa sœur étendue sur le sol, inerte. Tous les souvenirs d'Azélie, celle qu'il avait tenté de sauver contre vent et marée, semblaient s'être effacés dans la fureur de la créature. Alors que le silence s'installait, Orphan entendit soudain un son faible émanant du cadavre du dragon. C'étaient les derniers mots d'Azélie, un souffle d'espoir fragile dans ce moment de désespoir. Et ces mots troublèrent profondément Orphan, lui laissant penser que tout n'était peut-être pas terminé. Le lendemain, Orphan se rendit chez Childman, tiraillé par des émotions contradictoires. Les dernières paroles qu'il avait entendues la veille avaient révélé un secret bouleversant. L'âme enfermée dans le corps du monstre n'était pas celle d'Azélie. En vérité, la véritable Azélie était toujours en vie, mais dans une situation que nul n'aurait pu imaginer. Elle avait échangé son âme avec celle de Childman et habitait désormais le corps de son ancien maître. Cet échange d'âmes, d'une complexité extrême, cachait également des intentions bien plus sombres. En repensant aux derniers jours, Orphan comprit à quel point Azélie avait su jouer son rôle à la perfection. Déguisée sous les traits de Childman, elle avait conservé l'attitude rigide et l'autorité naturelle d'un grand mage, trompant tout le monde. Tandis que Childman, prisonnier du corps d'Azélie, n'avait aucun moyen de faire connaître la vérité, il apparaissait clairement qu'Azélie avait tout orchestré. L'épée d'Azélie se lança vers Orphan avec une intention décisive, mais elle ne le toucha pas. Au lieu de ressentir la douleur de l'attaque de sa sœur, Orphan se tenait calmement.
Cela était grâce à une ancienne bague gravée de symboles anciens qu'il avait avalée plus tôt. Le pouvoir de cette bague créa une couche protectrice invisible qui le protégea du coup mortel, lui permettant de contre-attaquer rapidement. Une contre-attaque puissante de sa part se dirigea vers Azili. À cet instant, Orphan se rendit compte que la victoire ou la défaite dans ce combat n'importait pas vraiment. Son esprit n'était pas obsédé par la destruction d'Azili, mais par un désir de la sauver, de l'aider à revenir. Orphan ne voulait pas pousser Azili dans un coin sans échappatoire. Son but n'était pas de la tuer, mais de la libérer, de sauver la sœur qu'il avait jadis aimée, de l'obscurité et de la folie qui avaient envahi son esprit. Orphan s'arrêta et regarda profondément dans les yeux d'Azili. Il parla d'une voix calme mais ferme, déclarant que les enfants n'avaient jamais eu l'intention de tuer le dragon. Leur professeur, bien qu'étant un magicien puissant et respecté, avait choisi de monter sur le champ de bataille non pas pour détruire, mais pour trouver un moyen de sauver Azili, de l'aider à redevenir humaine. Ce que les enfants voulaient, c'était un dénouement pacifique où personne n'aurait à mourir. Mais au lieu d'être reconnaissante, Azili choisit de répondre à la gentillesse par la vengeance. Non seulement elle prit le corps de leur professeur, mais elle mit également fin à sa vie, affirmant ainsi le chemin cruel qu'elle avait choisi. Orphan se souvint soudainement des jours passés, lorsque lui et Azili étudiaient ensemble à l'Académie de magie. Bien qu'Azili fût toujours connue comme l'une des magiciennes les plus exceptionnelles, surpassant les autres en force et en compétences, c'était Orphan qui avait été choisi pour hériter du manteau de Razor, un symbole de pouvoir suprême. Razor n'était pas seulement un symbole, mais portait également une grande influence dans le monde des magiciens noirs, en particulier dans la formation des dents. Le détenteur de cet héritage aurait une influence et un pouvoir considérables, menant la prochaine génération de jeunes magiciens. Cela créa un fossé invisible entre les deux frères et sœurs, Azili se sentant laissé pour compte dans la course à la célébrité et au pouvoir. Dans les souvenirs d'Orphan, il y avait un jour spécial où ils décidèrent de retourner à l'orphelinat où ils avaient grandi ensemble. Cet orphelinat abritait d'innombrables souvenirs de leur enfance, un lieu où leurs liens s'étaient formés, non seulement en raison de leur proximité, mais aussi parce qu'ils n'avaient personne d'autre sur qui compter. Sans l'amour parental, de nombreux enfants de l'orphelinat n'auraient pas pu y retourner.